Alors, comme vous le voyez dans le titre, c'est un titre extrêmement ambitieux de la colonisation de traite aux migrations africaines contemporaines. Ça veut dire qu'on fait à peu près, je vais essayer de couvrir à peu près 5 siècles, ce qui est quand même une gageure, mais vous allez voir en focalisant sur des situations de contact relativement précises. Alors, il y a 2 questions auxquelles j'aimerais répondre. La première, c'est pourquoi il ne s'est pas développé un créole à base française en Afrique, malgré une présence relativement prolongée du contact entre les Africains et les Français depuis le XVIe siècle. Et d'autre part, je vais m'intéresser à pourquoi les migrations africaines contemporaines en Afrique, au XXe et au XXIe siècle, au XXIe siècle, pardon, ne participent pas à la diffusion de la langue sur le reste du continent. Donc, ce qui vient un petit peu corroborer ce que nous a dit Sally Koko sur le fait que les passeurs de francophonie, les soi-disant passeurs de francophonie, ne sont peut-être pas ceux ou celles qui transmettent, qui vont diffuser la langue. Alors, quand on travaille, j'ai un petit... pardon, excusez-moi. J'ai articulé ma présentation à partir de 3 périodes historiques. Du XVIe au XIXe siècle, on est plutôt dans des relations commerciales privées au XVIe siècle qui vont se transformer en Afrique dans une colonisation de traite. Au XIXe siècle, je vais plutôt m'intéresser à la conquête militaire et au XXIe siècle, aux migrations modernes au sein de l'Afrique. Alors, quand on travaille sur des archives, et j'ai travaillé sur des archives militaires, j'ai travaillé donc pour la période 16e, 19e siècle, j'ai travaillé sur des témoignages qui sont de voyageurs qui sont partis en Afrique. Que l'on travaille sur des situations contemporaines ou que l'on travaille sur des archives, les questions qu'on doit se poser pour comprendre les dynamiques langagières, c'est qui sont les individus qui sont impliqués dans des situations de contact langagier, quel type de contact est-ce que les gens ont, est-ce qu'il s'agit plutôt de contacts personnels ou commerciaux, et vous allez voir comment c'est important dans la vitalité d'une langue. Quelle est la fréquence des contacts? Est-ce que c'est des contacts sporadiques ou c'est des contacts plutôt réguliers? Et bien entendu, si vous avez des contacts sporadiques, vous aurez beaucoup moins de chances soit d'apprendre la langue de l'autre, ou soit finalement d'avoir des changements linguistiques relativement importants. L'autre chose, la question qu'on doit se poser, c'est quelle est l'organisation sociale sur le terrain? Alors, ce qui se passe quand on travaille sur des documents historiques, sur des archives, ce sont des informations qui ne sont peut-être pas disponibles, mais quand on travaille, comme je le fais en ethnographie, notamment sur les migrations, on voit en fait un certain nombre de patterns dans le type de contact, et donc on peut inférer à partir de la lecture que nous avons des témoignages ou des archives, on peut inférer, ou en tout cas on peut faire un certain nombre d'hypothèses sur l'organisation sociale du terrain. Et donc quand on parle de l'organisation sociale sur le terrain, il faut se demander qui est engagé dans quelle relation avec qui cohabite avec qui, à quel titre et pendant combien de temps. Alors, j'aimerais commencer mon exposé sur les relations entre le XVIe et XIXe siècle en précisant qu'on a encore très peu de travaux linguistiques, à ma connaissance, sur les contacts entre Africains subsahariens et Français avant le XIXe siècle. Et c'est ça qui est aussi très intéressant. Par exemple, quand on lit la littérature scientifique qui est produite sur le français en Afrique, la plupart des chercheurs commencent
en fait cette exploration à partir du 19e siècle, donc à partir de la colonisation d'exploitation. Des questions peuvent se poser, pourquoi les chercheurs s'intéressent aussi peu à ce qui s'est passé avant? L'autre chose que nous devons garder en mémoire, c'est que l'histoire de ces contacts que nous avons, et c'est une histoire qui est très partiale, dans le sens où on a accès exclusivement aux témoignages qui sont écrits par et pour des Européens. D'accord? Donc il faut aussi regarder ces témoignages d'un point de vue critique. Par exemple, il faut regarder les témoignages qui sont faits sur les Africains et notamment sur les cultures africaines telles qu'elles sont décrites par les Européens pour des Européens avec un esprit extrêmement critique. D'autre part, l'autre chose qui est importante à retenir, c'est qu'on a assez peu d'éléments connus sur les origines géographiques et sociales des Français travaillant en Afrique, comme les soldats, les marins, les artisans. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que quand on travaille sur, par exemple, l'émigration à partir du XVIIe siècle en Amérique du Nord, notamment ce qui était à l'époque la Nouvelle-France, on a, grâce à des registres de bateaux, des registres des églises, on sait assez bien quel type de population est partie en Nouvelle-France. Donc, on peut faire des hypothèses relativement précises sur les répertoires langagiers des personnes qui sont parties. Et pourquoi c'est important? Parce que, en fait, rappelons-nous que la France n'est pas un pays linguistiquement francophone ou linguistiquement unifié avant le début du XXe siècle. Donc on parle de gens qui sont partis, qui certainement parlaient des dialectes, mais on n'a absolument aucune idée finalement de leur répertoire langagier. Alors, pour commencer, parlons des premiers contacts qu'il y a en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, puisque ces contacts ont commencé en Afrique de l'Ouest, à partir du XVIe siècle. On voit que les premiers contacts datent des années 1520. Pourquoi? Parce que à partir du XVe siècle, ce sont les Portugais qui arrivent en Afrique, qui vont établir des comptoirs, et les Français, notamment à partir de compagnies privées, vont essayer de casser le monopole des Portugais dans cette partie de l'Afrique. Et donc, excusez-moi, j'essaie d'activer le... Bref, donc vous voyez le Cap-Vert ici, où les Portugais arrivent. Alors, quand les Français arrivent en Afrique de l'Ouest, ils vont se servir des relations commerciales et des réseaux de communication qui ont été établis par les Portugais. D'accord ? Et rappelons-nous que le portugais est la langue, comme le dit Sally Coco dans ses travaux, est la langue dominante du commerce entre le XVe et le XVIIIe siècle. Donc on peut penser que les premiers commerçants français ont dû avoir une compétence passive ou active dans des variétés de portugais. Et nous avons des écrits, j'ai retrouvé des écrits qui disent que les Français auraient pu apprendre le portugais de leurs partenaires africains. Alors, dans les premiers récits que j'ai trouvés, au XVIe siècle, vous voyez par exemple chez Alvarez de Almada, qui est un commerçant luso-africain qui dit en fait que les personnes qu'il rencontre, les Africains qu'il rencontre, parlent
très bien français, ce qui est corroboré par le capitaine Alvarez d'Almeida la même année, qui dit que, pareil, les Africains parlent très bien français. Il faut savoir que les commerçants et les marins français vont adopter les pratiques des Portugais, qui est d'envoyer des Africains en France pour les former au français, entre guillemets. Alors où, puisque évidemment le français est loin d'être une langue qui est parlée sur l'ensemble de ce qui va devenir l'Hexagone, et pour en fait les familiariser aux pratiques culturelles de l'époque. Rappelons-nous que un certain nombre de dirigeants africains, des chefs, des rois, vont envoyer des membres de leur famille pour aller apprendre le français, parce qu'ils veulent garder en fait la mainmise sur les nouvelles structures socio-économiques qui sont en train de se développer. Regardez, alors on voit en fait un siècle plus tard, au XVIIe siècle, on voit à nouveau que le français semble être parlé, en plus du portugais, semble être parlé de façon quasi native, français, anglais et hollandais, par les Africains qui vivent en Afrique. Alors, j'aime beaucoup cette citation de Northrop parce qu'il montre, et ici nous sommes au XVIIIe siècle, il montre comment les dirigeants africains avaient des structures linguistiques extrêmement sophistiquées. Vous voyez que à Ouidah, donc, qui est au Bénin actuel, vous voyez que des chefs ont développé des sortes de bureaux linguistiques en anglais, en français et en portugais pour interagir avec les différents compagnies qui viennent faire du commerce. Rappelons-nous que parce que les activités commerciales requièrent une bonne compétence linguistique et une bonne compétence des genres interactionnels, il est extrêmement difficile d'imaginer que les relations commerciales qui se sont effectuées auraient pu être effectuées de manière satisfaisante pour les deux parties dans une langue ou dans un moyen de communiquer aussi limité qu'un pidgin. J'ai lu des témoignages sur la manière dont s'opéraient, et cela au XVIIIe siècle, les interactions commerciales entre Africains et Européens, qui prenaient environ 2 heures de temps, et avec des sortes d'aller et retour. Il est très difficile d'imaginer que ces relations commerciales aient pu se faire dans un registre extrêmement limité qu'est un pidgin. Rappelons-nous aussi que les modalités de communication et de commerce étaient organisées et contrôlées par les dignitaires africains jusqu'à peu près le XVIIIe siècle. C'est-à-dire que les Français, quand ils arrivent, ils ne décident pas où aller commercer, avec qui rentrer en communication. Les chefs africains, les dignitaires africains ont la mainmise, et la meilleure manière d'avoir la mainmise sur le commerce, c'est de maîtriser les modalités de communication avec la personne avec laquelle on entre en relation commerciale. Et d'ailleurs, les chefs africains préféraient avoir des interprètes africains plutôt que des interprètes européens, justement pour contrôler les modalités du commerce. Alors, si on fait un petit peu une sorte de résumé, on peut dire que du XVe au XVIIe siècle,
L'apprentissage du français va se faire en immersion, notamment quand on envoie des Africains pour apprendre le français en France. William Cohen, qui est un historien, dit qu'il y a une présence importante, il ne donne pas de chiffres, mais il dit qu'il y a une présence importante d'Africains dès le XVIe siècle, une présence importante d'Africains en France, qui va devenir la France, dès le XVIe siècle. D'accord ? À partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, vous allez avoir une augmentation du commerce avec les Européens. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça implique d'un point de vue linguistique ? Ça implique un nombre plus élevé d'Africains qui vont apprendre le français au contact des Européens. Et dans la littérature historique, on appelle ces personnes qui apprennent le français et qui après vont devenir des médiateurs dans le commerce, on les appelle des maîtres de langue. Et je trouve que maître de langue est beaucoup plus juste pour décrire le type d'activité qu'ils avaient que interprète. Parce que quand on dit interprète, on focalise uniquement sur la compétence linguistique et le fait de pouvoir médier les relations. Ces maîtres de langue agissent comme intermédiaires linguistiques et culturels parce que ce sont des gens qui sont très rompus à la culture locale. Pour être un maître de langue, il faut être aussi un très bon négociateur. Ils sont également des agents politiques ayant accès à des informations politiques et économiques très confidentielles. On sait que pas mal de maîtres de langue vont capitaliser sur ces relations pour s'enrichir au passage. Mais ces maîtres de langue sont aussi présents sur les bateaux pour assurer la communication entre les marins africains et le capitaine européen. Vous voyez Saunier, dans sa description du XVIIIe siècle, dit « Mon navire avait un équipage composé de 24 laptops, 4 gourmets, un maître de langue, un charpentier, etc. Le maître de langue n'est autre chose que le maître d'équipage qui entend et commande la manœuvre en français. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire si on traduit ça en termes linguistiques? Ça veut dire que les marins africains n'avaient pas de pression pour apprendre le français, puisque pour interagir avec le maître de bord, le capitaine, ils pouvaient laisser leur communication entre les mains du maître de langue. Alors, une autre chose qui est importante dans cette période à partir du XVIIe siècle, c'est les relations intimes. Les Français vont s'installer à Saint-Louis et sur l'île de Gorée au XVIIe siècle, qu'ils prennent en fait des Portugais. Et l'île de Gorée, quand ils arrivent, et l'île Saint-Louis, c'était des îles qui n'étaient pas habitées. Ça n'intéressait pas du tout les Africains. Les Portugais n'étaient pas intéressés non plus, à part d'avoir des comptoirs. Et donc, avec l'arrivée des Français à l'île de Saint-Louis et sur l'île de Gorée, vous allez avoir une migration européenne, donc des gens qui sont des agents commerciaux, des marins, des comptables, des soldats, et vous allez avoir aussi une migration africaine, des gens qui viennent par exemple du continent, des côtes, pour s'installer en Afrique, à Saint-Louis et à Gorée. Et vous avez parmi ces Africains des travailleurs libres, des travailleurs africains libres et des populations serviles africaines travaillant pour les compagnies européennes. Et ce qui est important à cette époque, au XVIIe siècle, c'est que des modalités d'interaction entre certains segments de la population africaine et européenne vont permettre des unions avec l'émergence d'un entrepreneuriat féminin africain extrêmement important,
sous l'égide de ce qu'on appelle les signards. Il y a une représentation d'une signard. Et donc, cette relation entre ces relations maritales, puisque les Européens mariaient en fait les signards, elles ont favorisé économiquement les deux parties. Les signards ont pu accumuler du capital économique parce qu'ils avaient accès, grâce à leur mari, à des réseaux de commerce internationaux. Les signards étaient aussi des femmes qui avaient beaucoup d'esclaves domestiques. Et elles louaient aux compagnies françaises, aux compagnies de commerce françaises, elles louaient leurs domestiques, leurs esclaves domestiques pour travailler sur les bateaux. Les signards n'avaient pas le droit de faire du commerce, mais trouvaient des moyens en fait détournés, notamment à travers les personnes qu'elles louaient aux Européens. Pourquoi je dis louer? Pour parler des esclaves domestiques, parce qu'elles obtenaient une compensation financière pour prêter leurs esclaves domestiques pour travailler sur les bateaux. Et les Européens, eux, les hommes européens, eux, vont capitaliser aussi sur le capital social de leurs épouses, parce que leurs épouses, les signards, ont des liens de parenté en fait importants avec des dignitaires africains qui sont en charge du commerce. Donc, en fait, les deux vont tirer un parti économique, si ce n'est d'autre chose, à cette association. Alors, quelles sont les causes et les conséquences de ces relations, de ces unions entre signards et population européenne? En fait, ces unions ont été rendues possibles parce que les signards avaient une compétence en français, mais l'association avec les signards ont aussi permis aux Européens d'apprendre les langues africaines, notamment le Wolof, dans cette partie à l'île de Gorée et à Saint-Louis. McLaughlin, qui est une chercheure américaine spécialiste du Wolof, fait l'hypothèse d'une variété mixte français parlé qui aurait été français-wolof qui aurait été parlé au XVIIIe et au XIXe siècle. Ces personnes, les signards et les Européens, vont avoir des enfants qu'on va appeler des métis. Alors, dans la littérature, métis, dans ce contexte historique, ne veut pas seulement dire des gens qui... ça ne décrit pas des phénotypes, ça ne décrit pas uniquement des enfants qui ont une parenté mixte africaine et européenne. Dans le contexte de l'île de Gorée et de Saint-Louis, les métis renvoient à une certaine classe sociale, renvoient au fait que ces personnes sont christianisées. Vous aviez des relations entre femmes africaines et hommes européens qui ont aussi donné des enfants mixtes, mais qui, eux, ne sont pas appelés métis. Donc, quand on parle de métis, c'est une catégorie sociale extrêmement précise. Alors, ces enfants, en fait métis, qu'on appelle des métis, vont profiter du capital linguistique, économique et social hérité des deux parents. Et ce qu'il faut voir, c'est que les Européens, les hommes européens, généralement, reconnaissaient leurs enfants, prenaient en charge l'éducation de leurs enfants, notamment, surprise, les garçons, et les envoyaient en France pour développer en fait des réseaux. Et donc, ces métis, notamment ces garçons, vont développer une compétence culturelle et politique très bonne,
à la fois une compétence culturelle et politique en wolof et aussi en français. Et ce sont eux qui vont être absolument instrumentaux dans la traite esclavagiste transatlantique. Et ces enfants métis vont en fait pouvoir faire du commerce à l'intérieur des terres. Rappelons-nous que les Français et les Portugais n'avaient pas le droit, on ne leur octroyait pas le droit de faire du commerce à l'intérieur des terres. Et donc les métis vont avoir une sorte de monopole sur le commerce qui se pratique sur la côte ouest, notamment depuis Gorée et l'île Saint-Louis. Et donc, ils vont devenir des partenaires incontournables des Français qui veulent faire du commerce. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en devenant des partenaires, les Français ont de moins en moins, les commerçants français vont avoir de moins en moins de raisons d'apprendre des langues africaines, puisque maintenant, l'ensemble des relations de commerce entre les Africains et les Européens est médié par les métis. Donc, ce qu'on voit au fil des siècles, on voit qu'au XVIe, XVIIe siècle, vous avez un certain nombre d'Européens qui parlent les langues africaines, et plus ça va, le changement de l'organisation du commerce va faire que de moins en moins de Français vont parler les langues africaines. De la même manière, où à partir du moment où les métis vont avoir le monopole du commerce, vous avez de moins en moins d'Africains qui ne font pas partie de la classe de métis d'apprendre le français, puisqu'ils ne vont plus devenir en fait des intermédiaires. Alors, si vous m'avez bien suivi, d'un point de vue de l'évolution linguistique, l'écologie des contacts jusqu'au XVIIIe siècle n'aurait pas favorisé l'émergence d'un créole à base française ni de pidgin en Afrique de l'Ouest. Toutes les données en fait que nous avons montrent que c'est très peu probable. Alors je reviens à la temporalité. Nous allons maintenant nous intéresser au XIXe siècle. Et je focalise sur la conquête militaire. Alors, on est en France relativement familier avec ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais, mais vous voyez que depuis en fait le XVIIIe siècle, vous avez des tentatives en fait de créer une armée qui serait une armée coloniale. Il faut dire que en fait, dans l'esprit des Français à l'époque, les Français n'avaient pas tellement l'idée de créer une armée coloniale qui ne serait faite que d'Africains. Mais il se trouve qu'il était extrêmement difficile de recruter des Français qui voulaient partir en Afrique au XIXe siècle pour travailler dans l'armée. Les conditions faisaient que vous aviez que les Français n'étaient absolument pas préparés pour résister aux maladies et au climat. On estime au XVIIIe siècle à peu près 1/5 des Français qui partent en Afrique meurent. Et donc il devenait trop coûteux pour les Français d'avoir une armée mixte. Et donc en 1857, le général Faidherbe, qui va devenir aussi gouverneur du Sénégal, va créer le premier régiment de tirailleurs sénégalais. Alors, rappelons-nous que tirailleurs sénégalais ne veut pas dire qu'il n'y avait que des Sénégalais. En fait, vous aviez des Africains qui venaient de différents, en tout cas au départ, de différentes parties de l'Afrique de l'Ouest. Alors, ce qui est intéressant, c'est la politique de recrutement et la composition des troupes. Les Français avaient une sorte de classification ethnoculturelle des Africains,
où on considérait certains Africains, notamment les Bambara, comme étant de très bons guerriers. On considérait les tout-couleurs qui étaient d'obédience plutôt musulmane comme étant ce que j'ai lu dans les archives des fanatiques musulmans. On considérait que les Wolofs, ils étaient un peu trop civilisés. Ça veut dire quoi dans ce sens-là? Ils avaient eu un peu trop de contact avec les Français. Évidemment, on ne pouvait pas être civilisé d'accord, autrement, dans l'idéologie raciale et raciste de cette époque. Et donc, ils étaient plus prompts, en fait, à déserter. Mais les Français se sont dit, attention, il vaut mieux favoriser l'hétérogénéité ethno-culturelle et ethno-linguistique. Comme ça, bon, chaque groupe africain a plus ou moins des qualités, et donc on va un peu les mettre ensemble. Et puis, d'autre part, c'est mieux qu'on les mette ensemble parce qu'ils ne pourront pas, en fait, concocter des rébellions s'ils arrivent trop à se comprendre. Alors, on pourrait penser que cette hétérogénéité ethno-linguistique aurait pu conduire à l'émergence d'un pidgin à base française dans l'armée coloniale. Mais je vais vous montrer que ce n'est pas été le cas. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on s'intéresse à l'organisation sociale des troupes en Afrique subsaharienne. Et c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a des informations très limitées sur l'organisation de la vie militaire en Afrique subsaharienne au XIXe siècle. Et d'autre part, il faut garder en tête qu'il y a une grande hétérogénéité des conditions de vie des troupes en Afrique de l'Ouest. Alors, on parle souvent des tirailleurs sénégalais, mais on oublie de mentionner ce qu'on appelle dans la littérature « mesdames tirailleurs ». En fait, les Français se sont aperçus, donc là on est au XIXe siècle, on est en Afrique, les Français se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de désertion au sein des armées africaines, et donc il fallait faire un peu des accommodements pour rendre la vie des soldats africains beaucoup plus douce, entre guillemets. Et donc, on a donné la possibilité d'avoir des femmes et leurs enfants. Et alors, ce qui est très intéressant quand vous lisez la littérature historique là-dessus, les femmes et les enfants précédaient, dans la conquête coloniale, précédaient souvent les tirailleurs. Les femmes, elles étaient en fait des sortes de prix qu'on donnait, des sortes de prix qu'on donnait aux Sénégalais quand ils avaient conquis un territoire. Donc, les femmes, mesdames tirailleurs, en fait, elles venaient souvent du village en fait, dans lequel la conquête s'était faite. Et donc, les tirailleurs vivaient avec leurs femmes et leurs enfants dans ces villages. Les Français, au bout d'un moment, se sont dit « Finalement, c'est pas mal parce que si les femmes viennent des villages, on va pouvoir créer des alliances avec les personnes du village. » Quand on regarde les chiffres, pour l'année 1880, 2 sur 3 soldats africains sur 130 vivent et mangent au sein de la garnison au Sénégal. D'accord ? Donc, la majorité de ces tirailleurs vivent à l'extérieur. Alors, pourquoi c'est intéressant de savoir ça? Parce que ça a des conséquences linguistiques tout à fait évidentes. Ça veut dire que, d'une part, ces tirailleurs ont une exposition très limitée aux Français, et d'ailleurs, ils n'en ont pas vraiment besoin. Quand ils se retrouvent dans la garnison, ils vont en fait, vous allez voir, utiliser des interprètes pour les interactions entre les officiers et les soldats. Alors, je dis que il faut toujours garder à l'esprit qu'on est dans des configurations quand même contrastées.
Quand vous regardez au Soudan occidental, ce qui est maintenant le sud du Sénégal, qui va du sud du Sénégal et au Tchad, là, la situation est très différente puisque la majorité des soldats vivent dans la garnison et donc ont plus de pression pour apprendre le français. On sait aussi que compte tenu de la prédominance numérique des recrues Bambara, vous avez certainement des variétés de cette langue qui ont dû être apprises comme langue seconde par les soldats. Donc une sorte de lingua franca que parlerait. Et Cécile Van den Haven, qui est une grande spécialiste de ces questions, en parle dans ses travaux. Alors, il y a eu beaucoup de débats au sein de l'armée française qu'on pourrait, je dirais, qu'on pourrait résumer comme ça. Donc, on a pensé qu'il était important que les officiers français qui sont envoyés en Afrique apprennent les langues africaines. Et à un moment donné, on a dit, voilà, vous ne pouvez passer au grade de capitaine que si vous apprenez les langues africaines. Alors je dis ça avec beaucoup d'ironie parce que les langues africaines, ça ne veut pas dire grand-chose, d'accord, puisque ça dépend d'où vous êtes. Mais quand on regarde les chiffres qui sont donnés par le ministère des Armées, en 1902, vous voyez que sur 9000 officiers, on compte à peu près, disons, 400 officiers qui sont capables de parler les langues et dialectes en usage dans les colonies. On peut se demander sur quelle base est ratifiée cette compétence linguistique. Mais bref, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Entre 1913 et 1918, il y a une correspondance épistolaire, en fait, entre le ministère des colonies et le ministère de la guerre au sujet du regroupement des soldats africains selon leur appartenance ethno-linguistique pour faciliter la communication au sein des bataillons. Le ministère de la guerre est résolument contre, toujours pour les mêmes raisons. Les ethnies ont différentes compétences, donc vaut mieux les mettre ensemble. Et d'autre part, on ne veut quand même pas trop que les gens se comprennent pour éviter des rébellions. Et en fait, en juin 1918, vous avez les autorités militaires qui vont débattre de la création d'un corps d'interprètes européens, refus très net des autorités militaires. Pourquoi ? Parce que les personnes qui initient en fait cette sorte de demande sont des missionnaires qui sont postés en Afrique. Et depuis 1905, nous avons une distinction très claire entre l'État et l'Église. Et les autorités militaires françaises avaient peur, en fait, que l'Église catholique reprenne un peu du champ d'activité à travers l'armée. Alors, je vous donne Manfred Prins, en 1988, a interviewé des tirailleurs sénégalais durant la Deuxième Guerre mondiale. Et pourquoi ça, c'est intéressant ? Ça, c'est intéressant, et ce que j'ai mis en rouge pour vraiment focaliser votre attention, parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc on est là bien dans le XXe siècle, vous aviez des interprètes pour médier les interactions entre les soldats et les officiers. On peut raisonnablement penser que ces interprètes ont toujours été là depuis le début, en fait, de l'armée coloniale. Donc, quelle conclusion linguistique est-ce qu'on peut tirer ? On peut tirer comme conclusion linguistique que les arrangements sociaux dans l'armée coloniale rendaient très difficile l'émergence d'un pidgin à base française pour au moins 3 raisons. D'une part, parce que les militaires
les soldats africains vivaient plutôt en dehors des garnisons. Donc le français n'était pas, il n'y avait pas de pression pour eux d'apprendre le français. Voilà. On sait que les soldats utilisaient des langues véhiculaires africaines pour interagir avec des soldats n'appartenant pas au même groupe ethno-linguistique. Et on sait que le bambara était une de ces langues véhiculaires qui était utilisée. Et d'autre part, le recours à des interprètes, en fait, à nouveau, créait peu de pression pour les soldats africains d'apprendre le français. Et d'autre part, étant donné la stratification sociale au sein de l'armée entre officiers français et soldats africains, il y avait relativement peu d'interactions linguistiques soutenues, à part peut-être des ordres qui étaient donnés, mais ce n'était pas, si vous voulez, un registre linguistique en français qui était très élaboré, à part quelques sous-officiers africains, eux, qui parlaient le français. Et alors, je n'ai pas le temps de vous présenter ces données linguistiques, mais j'ai analysé pas mal de données linguistiques sur lesquelles beaucoup de chercheurs qui travaillent sur le français tirailleur basent le fait qu'il y aurait existé un pidgin français dans l'armée coloniale. L'analyse des données linguistiques confirme les hypothèses dont je vous ai parlé, qu'il n'y aurait pas eu d'émergence de pidgin, parce que les structures qui sont généralement mises en évidence dans ces travaux-là sont attestées dans aucune langue africaine ni aucune autre langue du monde. Et on le voit quand on fait l'analyse, en fait, qu'il y a énormément d'exemples qui sont fabriqués. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu certainement une indigénisation du français dans l'armée coloniale africaine. C'est tout à fait différent. Mais tout porte à croire que le français tirailleur, tel qu'il est encore décrit par les linguistes, est ce que Maurice Huy, en 1984, appelle une fabrication idéologique ancrée dans les stéréotypes racistes hérités du XIXe siècle. Et je n'ai pas pu résister à vous mettre cette citation d'un élève. Lucie Couturier était une peintre qui habitait Fréjus et qui, pendant la Première Guerre mondiale, s'est mis en charge d'enseigner le français à nos tirailleurs sénégalais. Et un de ses élèves lui dit « le français tirailleur, c'est des mots trouvés par les Européens pour se foutre des Sénégalais ». Et je crois que cette citation d'un étudiant de Lucie Couturier est relativement pertinente. Alors maintenant, on va aborder la dernière partie de ce tour d'horizon en parlant des migrations modernes au sein de l'Afrique. J'ai trouvé important de vous montrer les migrations intra-africaines et de vous montrer que les statistiques officielles sur les migrations africaines mettent grandement à mal les conceptions idéologiques qui font des Africains des migrants qui n'aspirent qu'à rejoindre l'Eldorado soi-disant incarné par les péri-européens dont la France. Et il me semble important de vous rappeler que les Africains subsahariens migrent majoritairement en Afrique, dans la sous-région, généralement, et non pas, en fait, à l'extérieur. Pour 2020, on voit que 21 millions d'Africains migrent en Afrique, 11 en Europe, 5 millions en Asie et 3 millions en Amérique du Nord. La migration intra-africaine est beaucoup plus importante que la migration africaine dans les pays du Nord. Alors, les cartes, vous les avez vues déjà beaucoup, mais je vais juste vous, puisque j'ai très peu de temps, donc je me suis intéressée depuis 1996, à la migration des pays venant
des migrants venant des anciennes colonies d'exploitation belges et françaises. Pourquoi cette migration est importante? Parce qu'elle est relativement récente. Elle date des années 1980 et comme l'a rappelé Sally Coco, c'est une migration d'abord plutôt d'intellectuels. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement d'apartheid avait des liens relativement étroits avec Mobutu, qui était président non élu du Zaïre de l'époque, et Houphouët-Boigny, ivoirien. Et le gouvernement de l'apartheid avait en fait demandé l'aide au Congo d'envoyer des personnes très qualifiées. À l'époque, dans les années 80, le Congo a produit énormément de gens très qualifiés comme des médecins, comme des ingénieurs, des intellectuels, etc. Et donc, le gouvernement d'apartheid a fait appel à des Congolais pour venir travailler dans les Bantoustans, c'est-à-dire des zones de relégation économique, sociale et politique où étaient parqués les Noirs sud-africains. Dans les années 90, en fait, il y a eu un regain de cette migration pour des raisons très différentes. D'une part, les plans d'ajustement structurel dans les années 80 qui ont été imposés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui a complètement déstabilisé les économies d'Afrique subsaharienne, les systèmes de santé, le système scolaire, etc. Et donc qui a encouragé de plus en plus d'Africains à partir, à migrer internationalement. Pareil, les politiques donc d'austérité, de dévaluation, d'accord, qui ont eu des conséquences désastreuses, et vous allez voir qu'il y a eu aussi des conséquences linguistiques à tout ça. La mise en place de l'espace Schengen en juin 1990, qui a fait que c'est devenu un véritable parcours du combattant pour des Africains d'obtenir des visas pour aller dans les anciennes métropoles, c'est-à-dire en Belgique ou en France, qui étaient en fait les réseaux traditionnels de migration à l'époque. Et une chose qui concerne l'Afrique du Sud, c'est la libération de Mandela en 90 et les premières élections démocratiques en 94. À cette époque-là, les Africains, beaucoup d'Africains subsahariens n'avaient pas besoin de visa pour aller en Afrique du Sud. Alors, quand je regarde, quand je fais une sorte d'analyse de l'évolution linguistique de ces migrations entre 1996 et 2023, qu'est-ce que je vois? Qu'il y a une baisse significative de la compétence linguistique en français des migrants au fil des années, c'est-à-dire entre ceux qui sont allés en Afrique du Sud dans les années 80 et maintenant. Dans les années 80, c'est une élite intellectuelle qui donc est scolarisée dans un système scolaire qui marche encore assez bien et donc ils développent une maîtrise, une très bonne maîtrise du français. Et ce qu'on voit depuis les années 90, par rapport à ce que je vous ai dit sur les ajustements structurels qui ont entraîné une déstabilisation des institutions, etc., on voit, ou en tout cas je vois dans les migrants et les migrantes un déclassement scolaire et social. C'est-à-dire que de plus en plus, j'ai vu arriver en fait des gens qui étaient moins scolarisés. Et donc, ce qui fait que ces gens étant moins scolarisés, venant de pays où l'accès au français reste de façon prédominante l'école, en fait, vous voyez que progressivement, les gens perdent leurs compétences en français. Je vois aussi, quand je regarde l'évolution de l'usage du français comme lingua franca au sein de groupes nationaux, c'est très variable. Et je vois aussi
entre le moment où j'ai commencé en 96 et maintenant, je vois aussi comment mes interactions quand j'ai commencé mon travail en 96, j'interagissais plutôt en français avec les migrants. Un certain nombre d'entre eux, je continue à les voir 30 ans plus tard. Et en fait, je vois que même dans nos relations, on passe beaucoup à l'anglais. C'est-à-dire que je parle beaucoup anglais avec les mêmes gens avec lesquels je parlais anglais en 1996, où on switch. Je vois alors le fait que les gens parlent français, continuent à parler français, ça peut être lié à des habitudes communicationnelles. On a tout ça, les gens qui sont plurilingues. Ils ont toujours eu l'habitude de parler une langue avec quelqu'un et au fil du temps, vous allez garder ça comme une sorte d'habitude linguistique. Mais on voit quand même que l'anglais est en train de dominer par rapport au français. Il y a des distinctions entre usage écrit et oral et ça c'est intéressant puisque les gens communiquent beaucoup par SMS. Et c'est-à-dire que par exemple les gens avec lesquels je vais interagir en français, je leur écris ou ils m'écrivent systématiquement en anglais. Donc il faut distinguer en fait les deux types de registres. Et ce que l'on voit dans la scolarisation des enfants dans le système scolaire anglophone, il y a une perte du français en une génération. D'accord ? Notamment quand la langue n'est pas pratiquée à la maison. Et donc ce qui est intéressant, c'est que plus le temps de résidence en Afrique du Sud augmente, moins le français est considéré comme une langue d'émancipation économique. Vous pouvez dire, oui, mais c'est normal. En fait, ce qui est très intéressant, quand dans mon travail, j'ai interviewé des migrants qui viennent juste d'arriver, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés la veille. Et ils me disent, oui, alors vraiment, c'est important de parler français. Donc, ils ont intégré, en fait, tout le discours idéologique du français au Congo, au Sénégal, comme langue d'émancipation. Plus les gens restent longtemps, plus ils font l'expérience que de toute façon l'anglais, alors beaucoup de gens disent oui, quand je vais arriver, je vais être touriste, le fait que je parle français, je vais être guide touristique, le fait que je parle français, je pourrais faire en fait, ou je vais enseigner le français à l'Alliance française, etc. Et en fait, plus les gens restent longtemps, plus ils se détachent de l'idéologie francophoniste qui leur a été incultée dans leur pays d'origine, et plus, en fait, ils se disent que le français, franchement, c'est pas très utile. D'autre part, je vois une différence entre des gens qui sont exposés au marché du travail local, c'est-à-dire moins les gens sont exposés au marché du travail local, c'est-à-dire, par exemple, j'ai rencontré un tailleur ivoirien qui me dit « Ah, c'est vraiment important de parler français parce que, donc, reproduit en fait cette idéologie. Lui n'a pas besoin de chercher du travail sur le marché local, il a son petit business donc il n'est pas directement exposé à la recherche d'emploi sur le marché local. » Et plus les gens en fait, sont confrontés au marché local de l'emploi, et moins ils voient que le français, l'insertion économique en Afrique du Sud n'est pas facilitée par le français. L'autre chose que j'ai trouvée la plus intéressante, c'est la revendication d'une identité francophone par des gens qui ne parlent pas français. D'accord ? Donc, ce qui est très intéressant ici, c'est que j'ai rencontré des gens qui sont effectivement originaires de pays dits francophones de l'Afrique, mais qui ne parlent pas français, mais qui ont réintégré, en fait, une sorte de représentation culturelle valorisée de la culture française et pas francophone, on est d'accord, de la culture française, en fait, où cette revendication de francophone devient une manière de se distinguer socialement et économiquement des Noirs sud-africains qui restent dans le marché de l'Afrique du Sud, les populations marginalisées économiquement, culturellement, malgré le fait qu'ils sont majoritaires.
Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'on pense souvent francophone comme personne qui parle français, mais on a assez peu exploré, en fait, cette revendication d'une identité francophone qui n'avait absolument rien à voir avec le fait de parler français. D'accord? Et donc, la francité, dans ce contexte sud-africain, devient un signe de distinction en termes, si on emprunte les termes à Bourdieu, de distinction sociale, dans un contexte où les Africains, pas seulement francophones, mais les Africains étrangers sont extrêmement stigmatisés en Afrique du Sud, d'accord? Et vous avez en fait des sentiments négatifs de part et d'autre, où notamment les francophones africains ont un visage extrêmement stigmatisé des Noirs sud-africains, qu'ils considèrent, j'ai entendu plusieurs fois des gens me dire, on est venu éduquer les Noirs sud-africains, d'accord? Donc ils se réapproprient en fait tout ce discours du français comme langue culturelle, prestigieuse, etc., qui est construite environ depuis, je dirais, le XVIe siècle, XVIIe siècle, d'accord? Et donc mes travaux invitent à repenser la catégorie francophone d'abord toujours localement située, mais aussi comme n'impliquant pas nécessairement une corrélation entre parler X et être X-phone. Alors, pour conclure, l'approche écologique prônée par Mufwene nous permet de mieux comprendre les dynamiques linguistiques à l'œuvre dans les situations de contact. D'accord ? On ne peut pas travailler sur des situations de contact sans une compréhension fine des interactions sociales et économiques sur le terrain, même quand on lit des archives. C'est un travail que l'on doit faire. Cette approche écologique nous permet aussi de déconstruire les discours idéologiques, notamment francophonistes du Nord, qui font du continent africain l'avenir de la francophonie. Il me semble que l'étude de la francophonie ne peut plus faire l'économie d'une approche décoloniale du savoir. Et la question avec laquelle j'aimerais vous laisser, peut-on vraiment décolonialiser le savoir sur la francophonie et la francophonie, qui est historiquement un produit colonial? Merci.